Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Selon le principe qu'un intellectuel assis va moins loin qu'une brute qui marche, axiome de Michel Audiard, Bernard-Henri Lévy commence ce mardi à Milan une tournée européenne. Looking for Europe est la pièce qu'il jouera du 5 mars au 20 mai. 22 dates dans les capitales du vieux continent et un objectif, sauver l'Europe en danger selon BHL, parce que les nationalismes triomphent. Avec les peuples et contre le populisme, écrit celui qui est un intellectuel évidemment, mais à qui on ne peut pas reprocher d'être assis. Depuis quasiment un demi-siècle, tant il court le monde et qu'il déchaîne les passions, Bernard-Henri Lévy est avec nous ce matin et je le remercie. Bonjour, merci d'être avec nous et de vous soumettre au débat contradictoire chaque matin. Je ne sais pas si vous regardez notre émission, c'est d'abord une émission conviviale, agréable, de bonne humeur, mais où les arguments et les échanges parfois s'échangent. Elisabeth Lévy, il n'y a pas de rapport de parenté entre vous. Non. Elisabeth Lévy que vous connaissez, Jacques Séguéla que vous connaissez, qui est le parrain de notre émission depuis bientôt 2 ans et demi, Jean Missiac est économiste et membre du Front National. Rassemblement National. Du Rassemblement National. Je vous ai invité et j'ai vu par exemple votre tweet hier. Et je me suis dit, franchement, il en fait beaucoup, son tweet. Et on va le voir, ce tweet, pour qualifier finalement... je suis l'invité de notre émission depuis demain lundi. Je défendrai la vision de l'Europe, des nations et de l'identité nationale, alors bon, ça, pourquoi pas, face à des euromondialistes cosmopolites convaincus. Oui. Et je me suis dit, voilà, c'est précisément parfois ce qui jette un poil d'huile sur le feu. Cosmopolite, ça veut dire quoi, des cosmopolites convaincus? Vous ne trouvez pas qu'il y a des relents dans ce mot-là qui peut gêner? Quelle est la définition exacte de cosmopolite? On va demander à l'intellectuel. C'est quel... Cosmos. On va d'abord laisser répondre. Mais vous voyez, c'était dans le code pénal soviétique. Je fais juste le tour de table. Hein. Je salue. Cosmopolite, ça veut dire citoyen du monde. Voilà. Donc. Alors mais moi je suis extrêmement pour c'est pas une les insulte. cosmopolites, Oui, c'est pas une insulte. On peut avoir un désaccord. Vous êtes d'accord alors avec moi que c'est un mot magnifique et une très belle attitude et qu'il faut être cosmopolite? Non, parce qu'on ne peut être voilà. authentiquement cosmopolite que si on est enraciné et ancré dans une identité. Vous dites ça parce que vous êtes éminemment français. En réalité, le cosmopolitisme d'un Marocain ou d'un Sénégalais ou d'un Indien, ça n'a pas du tout la même signification. Authentiquement cosmopolite. Authentiquement cosmopolite parce que authentiquement français. Voilà. Mais authentiquement cosmopolite. Voilà une authentiquement français. Le cosmopolitisme français, c'est l'universalisme. Mais rassurez-vous, je suis authentiquement français. La culture française... Rassurez-vous, si c'est moi que vous visiez, je suis authentiquement français. Pourquoi et non. résolument. Non. Et résolument. Je ne vous vise pas. J'ajoute d'ailleurs que un désaccord en démocratie, c'est pas un crime. Non. Je suis d'accord avec vous. Je trouvais simplement que c'est une émission conviviale. Exactement. Oui. Non, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans quand j'ai vu ça. C'est souvent perçu comme quelque chose de péjoratif. La preuve que non. Mais j'ai pas terminé le tour de table. Je salue Mohamed Sifaoui, qui évidemment parlera de l'Algérie. Et cosmopolite. Et vous êtes aussi cosmopolite. On est tous cosmopolites. Et terriblement attaché à la France, terriblement attaché à l'Algérie, vivant de manière très équilibrée avec mes deux cultures, mes identités qui sont un millefeuille, qui ont fait ce que je suis, c'est-à-dire ce tout qui est très républicain, très laïque, très antiraciste, très attaché à la lutte contre l'antisémitisme, très attaché à la lutte contre l'homophobie, malgré mon hétérosexualité affirmée, très attaché à la lutte contre la misogynie, malgré ma masculinité. Et ces nuances-là sont totalement incomprises par ceux qui pensent que l'être humain est un système figé, qui serait en définitive, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser et que certains n'ont pas le courage d'utiliser, qu'en réalité, ce cosmopolite a, dans l'histoire, notamment dans l'histoire de l'antisémitisme, qualifié ce juif errant qui a été tantôt polonais, tantôt algérien. Je voulais juste vous dire bonjour en début d'émission. Je voulais juste vous saluer, moi. Merci, parce que là, c'est parce que dans la convivialité, commençons par dire les choses. Il est possible que j'ai pas terminé de dire bonjour à 10h30. Oui, mais là, il faut quand même répondre. Oui, mais attendez, mais Frédéric Dabi, je peux lui dire bonjour quand même. Oui, mais c'est pas possible de laisser dire ça. Mais oui, Frédéric Dabi. Je Clair, concis, court, vous êtes content d'être là? Très content d'être là. Je ferai plus court, mais
cosmopolite, ça a aussi une charge historique, ça faisait partie du code pénal soviétique et c'était une manière de persécuter les dissidents dont beaucoup étaient juifs. Et c'est bien, voilà. Et c'est un bonjour. mot. Pour tout vous dire, c'est ce que j'ai mot entendu citoyen là-dedans. aussi. Non, mais le mot citoyen attendez, aussi, à ce attendez, je moment-là, termine. enfin, Gérard bon. Leclerc. Eh ouais, Gérard donc, Leclerc voilà. qui est là tous les jours. Des quand même. racines poitevines, Voilà, bon, français, ok. européens Bon. et citoyens du monde. Elisabeth Lévy, après. Non mais je voulais juste bon. quand même, il me semble que c'est de mauvaise politique de commencer immédiatement par prendre l'acception la plus terrible du mot cosmopolite. Si on prête à tout le monde, à toute personne qui critique cette idée de citoyen du monde et qui pense qu'il faut des frontières, le fait d'être antisémite, ça ne va pas aller, si vous voulez. Je veux dire, parce que le cosmopolitisme, le problème c'est que c'est souvent très bien pour les gens qui sont des sauts de frontières, pour effectivement les gens qui sont mobiles, qui sont ouverts, flexibles et qui sont en gros les gagnants de notre monde. C'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes, je veux dire, de par choix ou pas par choix d'ailleurs, accroché à un territoire parce que vous n'en avez pas d'autres. Elisabeth Lévy, il y a tellement de manières de traverser les frontières. Vous savez, on peut traverser les frontières aussi en lisant des livres, en découvrant des cultures étrangères, en lisant les plus grands écrivains de pays très lointains des nôtres. Et ce que veut dire cosmopolite, c'est ça aussi. C'est pas juste un truc de bobo qui voyage dans une société liquide. Cosmopolite, ça veut dire que lorsqu'on se sent... Attendez, ça veut dire que la culture française, dont on est tous imprégnés, qui fait qu'on a appris à lire et à parler souvent dans Racine et dans Corneille, ça nous ouvre à Dostoïevski, ça nous ouvre à... Mais là, je suis bien sûr, tout le monde est d'accord. Mais pardonnez-moi, mais tout le monde est d'accord. Simplement, quand l'ouverture devient une qualité politique et non plus... Quand vous faites de l'ouverture, si vous voulez, la seule qualité, la seule vertu politique... une qualité politique, ça s'appelle la fraternité. Pardon, Pascal. Quand l'ouverture devient une qualité politique, ça s'appelle la fraternité. Ça s'appelle l'ouverture à l'autre. Ça s'appelle considérer que les frontières ne sont pas des murs. C'est ça le véritable enjeu. Elisabeth Lévy, qu'il y ait des frontières, tout le monde l'admet. Est-ce que les frontières sont des lignes qu'on passe ou est-ce que ce sont des murs qui bloquent? Mais ça n'a jamais été des murs. Ce que je voulais dire, c'est que comme les lois, les frontières protègent les pauvres. Elisabeth. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Les frontières n'ont jamais été des murs. Enfin, rappelez-vous, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, la France était éparpillée aux quatre coins de la planète. Regardez Donald Trump. Aujourd'hui, en Amérique, il y a tout un débat. Il y a tout un débat avec un président dont le seul projet politique aujourd'hui semble être de transformer une frontière en mur. Il y a le Rio Grande où passent tous les jours quelques centaines de rêveurs, c'est comme ça qu'ils s'appellent, des dreamers, qui veulent embrasser les valeurs de la République américaine. Face à ça, c'est un fait. Donald Trump a un projet qui est de mettre un mur. Il a un danger Erdogan, il a un problème Poutine, il a un problème chinois, il se fait humilier, rouler dans la farine par Kim Jong-un, mais il a un problème, c'est de transformer le Rio Grande en mur pour empêcher les rêveurs de venir embrasser la République américaine. Alors voilà ce que c'est. Alors répondez. Je peux juste répondre à ça. D'abord, je ne vous vois pas critiquer de la même façon le mur qu'Israël a construit. Et qui, lui, depuis qu'il a été construit, de la même façon, a radicalement réduit le nombre des attentats à Jérusalem. Donc ne me dites pas que le mur ne sert à rien, il sert. Mais il n'y a pas de terrorisme au Mexique, il n'y a pas de terrorisme... Non mais laissez-moi finir, je vous ai laissé finir. Oui. Tous les gens, cette classe sociale qui critique le mur de Trump, ils ont des murs de 6 mètres de haut autour de leur résidence. Pourquoi ils ne laissent pas leur résidence ouverte pour que tout le monde puisse rentrer librement? Alors le mur, il est valable simplement pour ma petite individualité. Vous avez fini, pardonnez-moi, vous avez dit une sottise. Il n'y a aucun rapport entre le mur entre Israël et la Palestine qui servait à arrêter des kamikazes, qui servait à arrêter des tueurs d'enfants. Et le mur que met la Hongrie ou que voudrait mettre la Pologne face au reste du monde, qui lui veut arrêter des migrants, pas des kamikazes. Parce que chaque pays a des dangers identifiés. Non, vous avez un danger terroriste, vous avez aussi un danger migratoire. Des kamikazes, ce n'est pas un mur pour empêcher des migrants. C'est un mur qui est conforme à la sécurité nationale du pays.
Est-ce que... Ça commence fort. Jacques Séguéla. Et alors, Macron, juste pour terminer, parce que je n'ai pas fini, Macron, quand vous dites que Donald Trump a des problèmes avec la Terre entière, moi je crois qu'en ce moment, celui qui a des problèmes avec la Terre entière, c'est plutôt Emmanuel Macron, qui appartient à un système qui est en train d'être terminé partout dans le monde. Regardez Emmanuel Macron en Europe, il a des problèmes avec Salvini, il a des problèmes avec Orban, il a des problèmes avec la Pologne, il a des problèmes avec Trump. Avec les populistes, et on va en parler ce matin parce qu'il ne l'est pas. Il a des problèmes avec Poutine, il a des problèmes avec Erdogan, on ne fait pas de grands raisonnements. Pour s'échapper un peu, puisque tu nous as parlé de Dreamer, est-ce que l'on ne pourrait pas rêver un peu que nous sommes d'abord tous des terriens et que la vraie philosophie... Mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que finalement ce monde d'après qui s'invente, et que les technologies en font un grand village, peut permettre d'espérer un jour puisse avoir des discussions comme celle-là. C'est ça, finalement, que peut apporter le bon de la technologie, à condition qu'on sache y mettre de l'affect, parce que tech sans affect n'est que ruine de l'homme. Non, parce que j'ai 10 minutes de retard, je n'ai même pas parlé de Looking for Europe. Donc, Mohamed Sivaoui voulait dire quelque chose, mais très court, parce que je voudrais vraiment qu'on parle de... J'ai même pas posé... Vous vous rendez compte que j'ai même pas posé ma première question à Bernard-Henri Lévy et Gérard Leclerc d'Ariane. Sans relancer dans le maniement des mots dans les combats idéologiques. Il y a les mots, il y a leur sens apparent, il y a leur sens caché, et il y a l'auteur des mots. Et si vous voulez, le mot cosmopolite dit par un républicain comme Jacques Séguéla, ça a un sens. Dit par un représentant de l'extrême droite, ça a un autre sens. Voilà. C'est extraordinaire, ça. Alors ça, c'est vraiment... Donc ils n'auraient pas le droit de... Bon, je vais partir, je vais rentrer chez moi. Non, mais c'est la conception très claire. C'est la conception de la démocratie de M. J'ai été très clair. Ça, c'est incroyable, quand même. Vraiment... démonisation. J'ai été très clair. Oui, je veux dire, justement, c'est bien ça. Et je critique clairement ce que vous avez dit. Est-ce que je peux arrêtez de répéter ça. Est-ce que je peux poser une question simple à Bernard-Henri Lévy? Puisque les gens qui nous écoutent, moi je pense toujours à ceux qui nous écoutent. Vous êtes chez vous. Ce mot populisme, qui est le mot valise, que tout le monde emploie à tort et à raison, est-ce que vous pouvez définir en quelques mots ce qu'est pour vous le populisme? En quelques mots. Bah oui. Alors en 2 mots, en 2 phrases. Premièrement, prendre une catégorie du peuple et dire que c'est le peuple. Et deuxième phrase, cette catégorie du peuple érigée au rang de peuple tout entier, dire que son pouvoir n'a aucune limite, ne doit être borné par rien, ne doit être représenté par personne, doit s'exprimer directement et avoir force de loi. Voilà ce que c'est que le populisme. Le populisme, c'est le peuple souverain, mais d'une souveraineté qui soudain devient absolue. Sans contre-pouvoir, sans institution, sans médiation, sans rien de tout cela. Voilà, je crois. Oui, mais alors Trump, il n'est pas populiste, puisqu'il y a des contre-pouvoirs, il y a des institutions. Mais Trump aimerait bien une société régie par le populisme, mais malheureusement pour lui, il y a un vrai mur aux États-Unis. Et ce n'est pas le mur du Rio Grande, c'est le mur de la démocratie américaine. C'est-à-dire qu'il y a des institutions d'une très grande solidité, qui ont une immense histoire, et sur lesquelles, en effet, il a tendance à se casser la tête, bien sûr. Donc il y a dans les grandes démocraties, heureusement, il y a ces antidotes, ces contrepoisons naturels à la tentation populiste. En revanche, dans des pays comme la Hongrie ou la Pologne, qui sortent de 50 ans de matraquage communiste et qui, pour certains d'entre eux, sont passés par d'autres saisons sombres avant, il n'y a pas cette culture démocratique et ces anticorps qui permettent de s'opposer à la volonté populiste des autocrates qui se servent du peuple comme d'une manière d'asseoir plus solidement encore leur tyrannie. Gérard Leclerc, qui a peu parlé. Je pense que le populisme est un très mauvais terme. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Mais oui, j'explique. Oui, c'est simplement un mélange de démagogie et de nationalisme. Le nationalisme étant, comme chacun sait, la haine des autres, contrairement au patriotisme qui est l'amour. C'est pas seulement ça, c'est vraiment une conception du peuple. Parce qu'il y a en effet aujourd'hui toute une... Alors on peut aimer ça ou pas, mais il y a toute une littérature sur le sujet et c'est vraiment un rapport au peuple qui n'est plus le peuple citoyen. Le peuple citoyen, c'est un peuple d'abord qui n'est jamais sûr qu'il est le peuple, qui jamais ne se proclame le peuple, qui pense que le peuple, ça peut être l'autre, et qui le pense tellement que d'ailleurs son premier geste au peuple citoyen, c'est de reconnaître les droits de la minorité, le droit de ceux qui justement crient moins fort ou qui n'ont pas été plébiscités. Et
il délègue une part de son pouvoir à des représentants. Bon, c'était en 2 mots. Alors maintenant, je voudrais juste, à partir de votre enfin, même pas à partir de votre définition, mais à partir de votre tribune, qui est en quelque sorte une tribune contre le populisme européen, que vous avez fait, qui a été signée par une trentaine d'écrivains, et je voudrais quand même poser un désaccord qui, à mon avis, est vraiment fondamental. C'est-à-dire que, bon, je passe peut-être, Jean Messias s'occupera de la confusion qu'il y a toujours entre populisme et extrême droite. Dans votre appel, il n'y a pas le mot immigration, il n'y a pas le mot islam radical. On a Salman Rushdie qui n'a pas été l'objet d'une fatwa populiste. Il n'est pas question des attentats à aucun moment. Le seul ennemi que vous avez depuis 30 ans, Bernard-Henri Lévy, depuis l'idéologie française, en réalité, c'est ce que vous le dites. Le seul ennemi que vous avez en face de vous, dont vous parlez dans cette tribune, celui qui menace l'Europe, c'est le populiste. Et vous ne nous dites à aucun moment, si vous voulez, pourquoi ces populistes, aujourd'hui, sont arrivés à 25%, bien que depuis 30 ans, la même indignation, si vous voulez, les mêmes grands mots, les mêmes, si vous voulez, les mêmes appels, si vous voulez, à nos valeurs, soient restés un peu lettre morte, puisque le populisme est passé de 5 à 30%. Et à aucun moment, si vous voulez, à aucun moment vous vous dites qu'il y a un problème avec l'intégration, la crise majeure de l'intégration, qui est d'ailleurs l'objet de la une du Point où vous travaillez cette semaine. À aucun moment vous ne parlez de cela. Et ça me frappe qu'il n'y ait pas le mot islam radical dans votre texte. Elisabeth Lévy, vous croyez vraiment que depuis 30 ans, je n'ai qu'un ennemi qui est le populisme, et que l'islam radical n'est pas mon ennemi depuis 30 ans? Ma chère enfant, vous étiez à peine née, pardonnez-moi, que j'avais déjà comme ennemi principal l'islam radical en Algérie, au début des années 90. Mais attendez. Au Pakistan, lorsque je n'ai passé ma vie qu'à cela. Au Pakistan, dans mon enquête sur Daniel Pearl. En Afghanistan. Non, vous nous éloignez, Elisabeth, vous nous éloignez. C'est pas un Messie. Franchement, vous faites des tunnels et vous nous éloignez. C'est pas le sujet. Pascal, vous ne pouvez pas décider que c'est pas le sujet parce que vous n'avez pas la même lecture. Je pense qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui est capable de compter jusqu'à 2. Voilà. Il est capable d'avoir un ennemi qui est l'islam radical et de penser qu'aujourd'hui, en Europe, à la veille des élections européennes, il y a un danger qui est le nationalisme et le populisme. Mais vous pouvez pas mettre sur le même pied les deux, c'est pas possible. Et le populisme, qui en parlait il y a 40 ans du populisme? Personne. En réalité, c'est un mot circonstancié parce que on a tué la démocratie en Europe. On a une espèce d'oligarchie politique. C'était une oligarchie qui a pris le pouvoir et qui a dédaigné le peuple. Ce que vous dites. D'ailleurs, l'idéologie française, votre ouvrage de 81, c'est le cœur du système, le cœur nucléaire du système qui gouverne la France depuis 81, qui est un cœur du nucléaire antinational, anti-français, haineux, et qui s'imagine qui s'imagine que la haine de soi est une condition pour aimer son prochain. Voilà, c'est ça. Et vous ignorez vous-même que vous êtes français, vous êtes une sorte de français refoulé. Mais il inverse tout à l'heure. Il a une culture française contre laquelle il se bat. Vous ne pouvez pas dire ça, vous vous rendez pas compte. Mais si, il a une culture française parce qu'il est né en France, parce que c'est la France qui l'a fait. Vous appeliez au pluralisme. Mais lisez l'idéologie française. Tout ce qui est franchouillard nous est odieux. La Marseillaise est un hymne odieux. C'est ce qu'écrit Monsieur Lévy dans ses ouvrages. C'est pas moi qui l'invente. Et le populisme, c'est la manière dont le peuple revient pour recréer une démocratie que vous avez voulu abolir intellectuellement et politiquement. Vous allez me laisser la parole une seconde. Ce que vous venez de dire est tellement répugnant. L'idéologie française, c'est pas répugnant. Ce qui est écrit sur la France est tellement idiot que ça ne mérite pas de réponse. Ce sont vos écrits. Et bien sûr que non. Voilà. La phrase franchouillard, machin, tout ça n'est pas. Croyez-moi, je n'écrivais pas comme ça. Non. C'était une interview dans Libération. Je vous ai laissé parler, vous me laissez parler. Le vrai problème aujourd'hui, et on va sortir du cœur nucléaire de l'oligarchie française depuis 40 ans, dont vous faites l'honneur de penser qu'il serait l'idéologie française. Oublions ce petit délire, cher monsieur. Non. Moi, je vous dis, le populisme est aujourd'hui d'actualité parce qu'il y a un élément nouveau. C'est que la génération de nos pères avait fabriqué une magnifique chimère politique, une extraordinaire idée romantique, un grand projet politique jamais vu dans l'histoire récente de l'Europe, qui s'appelait l'Union européenne. Cette Union européenne, elle a été
considérée pendant des décennies comme allant de soi, comme se construisant lentement mais sûrement, et comme destinée à aller à son terme. On sait aujourd'hui, depuis 20 ans, il y a des forces qui, à l'intérieur de nos pays et à l'extérieur, s'acharnent à détruire cette Union européenne. Oui, parce que c'est pas une fin en soi. À affaiblir la France. Laissez-moi finir. Mais c'est un débat, c'est pas un monologue. Finir. On peut répondre, laissez répondre, vous avez parlé, laissez répondre. Affaiblir la France, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui veulent détruire l'Union européenne affaiblissent la France ou l'Allemagne ou l'Italie face à nos véritables ennemis qui s'appellent la Chine, qui s'appellent la Russie, qui s'appellent Erdogan. Non, parce qu'on va marquer une pause. L'islam radical. Voilà pourquoi le populisme, voilà pourquoi Pascal Praud nous invite ce matin à discuter du populisme et de Looking for Europe, le petit texte théâtral où je développe cette idée. Expliquez-moi en quoi l'Union européenne a renforcé la France. Expliquez-moi en quoi l'Union européenne a renforcé la France. Eh bien, je vais vous répondre à ça. Et vous balancez ça sans Jean Messia, je vais vous répondre. Non, s'il vous plaît, je vais vous répondre. Moi, je vais vous répondre. Moi, je vais vous répondre. C'est la première fois qu'il n'y a pas de guerre en Europe depuis 1945. Ça vous va comme réponse? C'est pas vrai. Ah, si. La guerre en Yougoslavie, c'était une guerre européenne, il me semble. En tout cas, ça peut être une réponse. Bon, et avant, je voudrais juste, Jean Messia, on va marquer une pause. On va marquer une pause. Mais ce qui m'a, Jean Messia, évidemment, je prends parti dans nos débats. Ce qui me gêne vraiment, quand vous dites à Bernard-Henri Lévy qu'il n'est pas français, je trouve vraiment que c'est pas convenable. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Vous lui avez dit. Je n'ai pas dit donc ça. Je trouve que c'est pas convenable. Je dis que c'est quelqu'un. Non, attendez, non. Mais je termine. C'est trop grave pour que je réponde pas à ça. J'ai dit que Monsieur Lévy a eu une culture. Il a d'ailleurs fait de brillantes études. C'est un brillant intellectuel. Il a été abreuvé à la France. Mais vous aussi, vous avez fait l'ENA. Arrêtez. Mais le problème, c'est que moi, dans mes écrits, je ne tire pas à vue sur ce qui m'a fait. C'est ça la différence. Et la deuxième chose, on va marquer une pause. Quand vous dites que vous récusez chez lui l'idée de franchir, non, on peut aimer. Il l'a écrit. Et ce que je peux terminer, on peut aimer Marcel Proust et Édith Piaf. On peut aimer, Les Bronzés et Tarkovsky. Il n'y a pas d'incompatibilité dans tout ça. On peut tout aimer de la France. Et au contraire, la culture populaire, précisément la culture populaire. Qui n'aimerait pas la culture populaire? Donc c'est un procès que vous faites qui est évidemment pas juste. Franchouillard, vous est odieux. Mais c'est pas vrai. Moi j'adore. Mais c'est ce qu'a écrit Bernard-Henri Lévy. Je peux aimer Peter Lévy dans les années 80. Il a même qualifié la Marseillaise de chant odieux. Mais lisez les écrits enfin. Ne vivez pas sur une irréalité. Je vous répète, on peut aimer la musique sacrée de Monteverdi et aimer Michel Sardou. Mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça. C'est à Monsieur Lévy qui faut dire ça. Voilà. Puisque c'est Monsieur Lévy qu'il s'agit, vous me permettez de vous répondre. C'est ça que je veux dire. Mais vraiment, honnêtement. Croyez-moi, Monsieur Messia, je ne vous attends pas pour aimer la France. Je ne vous attends pas pour être fier de mon pays. Je ne vous attends pas pour être encore plus fier de mon pays lorsque je vois les mots de mon pays, la langue de mon pays, repris dans le monde entier, par les affligés du monde, par les damnés de la terre, par les peuples souffrants qui voient la France les gilets jaunes. Comme une allez, on en parle tout de suite après. On fait une pause. Lueur au bout du tunnel. Et je donne la parole à Jacques Séguéla. Vous savez, il y avait une très belle phrase d'André Malraux. Vous devriez lire un peu de littérature française. Ah non, mais je vous ai pas attendu pour lire. Vous devriez lire un peu de littérature française. Il y avait une très belle phrase d'André Malraux qui disait. J'aime pas votre manière de me mépriser comme ça. Qui disait la France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle l'est pour tous les hommes. Moi, la France que j'aime, c'est la France de Racine, c'est la France de Corneille, mais c'est cette France-là qui est entendue par tous les hommes du monde. Jean Messia, s'il vous plaît. C'est pas une France qui est capable de s'indigner pour tous les maux de la terre, sauf pour ses propres mots à elle. Jean Messia. Un peu de. J'ai dit que l'émission était conviviale. Elle est conviviale, le débat est passionné. Mais non, il n'est pas passionné, vous parlez sur l'autre. On ne peut même pas, je veux dire. La courtoisie. Voilà, la courtoisie. Et je donne la parole à Jacques Séguéla. Ça me va bien, j'ai parlé 2 minutes. Le respect, à tout de suite. Ça va là.
Bernard-Henri Lévy est avec nous ce matin parce que vous allez entamer une grande tournée dans toute l'Europe. On va voir des extraits tout à l'heure. Et franchement, vous allez vous faire allumer parce qu'on va voir l'extrait tout à l'heure. On en parlera, mais j'imagine que vous allez vous faire allumer. Je vous dirai sans doute pourquoi. Mais Jacques voulait intervenir avec un peu de sagesse peut-être dans notre débat. Oui, j'ai quitté la France pendant 15 jours pour aller en Inde où on a racheté plusieurs agences. Et je reviens dans la Guyane française. Si c'est pas les élites mondialisées, ça. Bon, ça me fait peur parce que finalement, c'est le grand démarrage là sur ce plateau de ce que va être le combat des 3 mois qui viennent, le populisme contre le progressisme. Moi, je voudrais parler du progressisme parce que on ne se rend pas compte de l'importance qui va se jouer dans quelques semaines. Si l'Europe meurt atteinte de populisme aigu dans cette élection, ça en est fini de la France, mes enfants. J'arrive d'Inde. Ils sont en train de se compter. Ils ne savent pas très bien s'ils sont 1,2 milliard, 1,4 milliard, voire 2 milliards. De l'autre côté, en Chine, j'en parlais tout à l'heure, ils sont déjà 1,2 milliard allant vers 1,4 milliard. L'Indonésie, en face, ils sont déjà 260 millions. On pense qu'ils vont être 500 millions à la fin. Donc, qu'est-ce qu'il faut absolument ? Il faut opposer à ces théories qui ne sont que des théories politiques, une théorie économique. Qu'est-ce qu'il faut faire de l'Europe ? Il faut créer des géants européens. Pourquoi l'Europe n'a pas un GAFA européen ? Comment on a pu faire ? C'est là-dessus qu'il faut la critiquer. Il faut des vrais leaders économiques qui font que l'ensemble de ces pays pourront se donner la main pour remonter le pouvoir d'achat de l'Europe et justement éviter les crises de gilets jaunes qui vont se multiplier dans tous les pays. Donc il faut arrêter de faire de l'idéologie pour être concret dans une élection où il va de la survie de la nôtre et de celle de nos enfants et des enfants de nos enfants. Merci Jacques. Alors, voyons un extrait de Looking for Europe. Pourquoi je dis que vous allez vous faire allumer ? Parce que c'est une pièce de théâtre. Il y a une mise en scène. Il y a de la musique, on entend du piano derrière. Et effectivement, là, vous êtes à la frontière entre l'intellectuel engagé et, j'ai envie de dire, le comédien, l'acteur. Voyons cet extrait. The most honest thing would be to talk about the cities of Europe that I loved and where I loved. To describe walking and wandering, sunsets and moonrises, magnificent streets, readings. After all, books are often arranged in my head according to the cities where I discovered them. And isn't Europe also the civilization of walks, of readings in cafes, of streets named for great figures? Europe is bodies and faces. Alors, vous voyez ça, cet extrait, c'est précisément ce qu'on vous reproche. Pourquoi ? Parce que vous parlez des réflexions. Je parle mal anglais, ça c'est vrai. Non, mais vous dites les lectures changent souvent en fonction des villes que je visite. L'Europe, les lectures des cafés, les rues qui portent les grands noms. Tout à l'heure, vous avez parlé de Dostoïevski et de ça. Et les gens, ils se disent, mais c'est pas nous, quoi. Moi, je suis pas aussi intelligent, peut-être que lui. Je suis pas aussi cultivé que lui. Je lis pas Dostoïevski, je lis pas Proust, je lis pas ça. Et le mot déconnecté, ce fameux mot déconnecté qu'on entend depuis des années, ben vous incarnez pour les gens qui sont dans la rue et qui sont à 1 200 € par mois. Ils disent, mais il me comprend pas. Il comprend pas ma vie. Bah écoutez, d'abord, je crois que je la comprends pas si mal. Et ensuite, qu'est-ce que je dis là ? Je dis que l'Europe a une caractéristique, c'est que c'est les cafés. Beaucoup de gens connaissent les cafés. Je dis que l'Europe, c'est les rues, pas avec des numéros, mais avec des noms de grands hommes. C'est les rues Victor Hugo, ou c'est les rues Marcel Cachin. Mais j'entends, mais les gens, ils vous répondent, oui. Je ne peux pas finir le mois. Bien sûr. C'est ça qui crée le petit divorce. Mais quel rapport entre faire l'éloge d'une civilisation, qui est la civilisation en effet de la grandeur, qui est la civilisation de la littérature. Parce que c'est un peu théorique. Les gens peuvent dire c'est un peu théorique, c'est un peu esthétique. Mais moi, je crois qu'il y a eu des moments dans l'histoire de France. Regardez le Front populaire. Les gens étaient capables, là aussi, le peuple français était capable de penser les deux à la fois, y compris le Parti communiste, Vaillant Couturier, etc. Il faut mieux finir les fins, il faut plus d'argent pour finir les fins de mois, mais 2, vive la culture, vive les musées, vive les maisons de la culture, vive tout ça. Il y a eu, ça c'est pour le Front populaire, ça a été vrai après la Seconde Guerre mondiale, à la Libération, les grands moments de l'histoire de notre pays, quand notre peuple a vraiment été grand, c'est justement quand on a tout fait pour ne pas opposer les deux. On peut aimer les livres et
en effet, ne plus en pouvoir de la misère et de la précarité. Non, mais les deux ne sont pas à mettre en opposition. Mohamed Sifaoui. Je ne suis pas d'accord avec vous, et je vais vous dire historiquement pour quelle raison. La France, je me faisais simplement le porte-parole parfois de ceux qui reprochent précisément à Bernard-Henri Lévy et à d'autres d'ailleurs d'être, entre guillemets, ce mot que j'aime pas trop, mais qui parfois dit dans le mot déconnecté. Mais je connais cette musique. Elle n'est pas nouvelle. Et je pense que c'est un faux, en tout cas mauvais procès qu'on fait à ceux qui constituent l'élite intellectuelle. Si vous voyez l'histoire de ce pays, on répète et on en est fier que la France rayonne grâce à ses intellectuels depuis le siècle des Lumières. D'accord ? Ça n'enlève rien au mérite des ouvriers, de ceux qui étaient dans les mines de charbon, des bâtisseurs, des maçons. Ça n'enlève rien aux classes populaires. Mais il y a eu dans ce pays Voltaire, Rousseau, Camus, Victor Hugo, et j'en passe. Et tous ceux qui ont été ou qui ont constitué l'élite intellectuelle de ce pays, qui ont donné, qui ont hissé ce pays vers le haut. Mais arrêtez là, est-ce que chacun va faire... Je peux finir ma phrase. Faites court parce que pourquoi vouloir à tout prix fracturer ce... Pas vous, les gens qui tiennent ce... Pourquoi vouloir à tout prix fracturer ce pays et séparer, et prétendre qu'un intellectuel serait de facto déconnecté de la rue? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas automatiquement vrai. Oui, mais Mohamed Sifaoui, il faut que chacun fasse court parce qu'on moi, je n'aime pas trop ce thème de la déconnexion et du terrain qui, lui, ne mentirait pas. On peut comprendre des choses et des gens, même si on n'en est pas soi-même. Donc, mais en revanche, je pense que vous ne les comprenez pas quand même, mais ce n'est pas parce que vous êtes déconnecté. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, je vais l'expliquer dans 2 minutes, enfin, ou que vous ne les voyez pas, il y a aujourd'hui ce sociologue américain qui s'appelle Goodhart, nous explique de façon assez convaincante, ou Christopher Lasch, que vous avez certainement lu Bernard-Henri Lévy, qu'il y a aujourd'hui une sorte de clivage entre le peuple des somewhere, c'est-à-dire le peuple des gens qui sont ancrés quelque part, peut-être parce qu'ils n'ont tout simplement pas les moyens de se désancrer et d'être les citoyens du monde que vous nous dites, et le peuple des nowhere, que vous incarnez assez bien, non pas parce que vous n'êtes pas français, mais parce que vous êtes effectivement ce citoyen du monde, amoureux de la culture, etc. Et il me semble que plus, depuis des années, effectivement, on a tendance à critiquer ces gens de quelque part, parce qu'ils sont ancrés dans la glaise. Si, pas que vous, la France moisie de Solers, etc., etc. On en a eu pendant des années, si vous voulez, et plus on leur dit ça, plus on leur dit vous n'êtes pas ouverts, vous n'êtes pas flexibles, vous n'aimez pas la mondialisation, vous n'aimez pas l'Europe, plus ils votent comme vous n'aimez pas. Alors peut-être à un moment, faut-il se poser au moins la question des moyens. Alors je repose la question différemment et d'une manière plus brève. Est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas contre-productif ? C'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire que, est-ce que ça passe pas, quoi ? Ces idées-là ont du mal, elles ont du mal à passer, c'est un fait. Alors d'abord, l'histoire de déconnecter, c'est en effet un mot nouveau, ça vient d'Internet. Aujourd'hui, les gens ont la folie que tout le monde soit connecté à tout le monde. Et il y a cette espèce de mirage et de délire de la connexion généralisée. On est tous censés devenir des standards téléphoniques connectés, tout le monde. On a le droit d'être déconnecté. D'accord ? J'ai le droit d'être déconnecté. Chacun de ceux qui nous écoutent a le droit d'être déconnecté. La connexion n'est pas un commandement, n'est pas un impératif, premièrement. Deuxièmement, les somewhere et les nowhere. Elisabeth Lévy a raison. Mais moi, mon rêve, parce que je crois en effet qu'on est plus riche de valeurs et d'expériences quand on est à la fois from somewhere et going to nowhere. Donc moi, mon rêve, je pense que l'une des grandes dates de l'histoire de mon pays, de notre pays, ça a été les congés payés en 1936. Parce que ça a permis aux gens de somewhere, qui n'avaient jamais vu la mer, qui n'avaient jamais quitté la France, ça leur a permis de voyager, d'aller vers nowhere. Et aujourd'hui, moi, mon petit projet, à ma modeste mesure, c'est d'espérer, de faire en sorte de donner l'envie, et donner les moyens, et là, c'est pas moi qui vais faire ça. Moi, je suis rien qu'un écrivain. Aux gens, de quelque part, d'aller en effet y voir ailleurs. Et l'Europe, dont je fais l'éloge... Ils ont quand même besoin que leur quelque part reste quelque part. Oui, évidemment, mais on est d'accord là-dessus. Le projet, l'Europe, c'était l'histoire Erasme. Vous pouvez pas imaginer...
la chance et le bonheur, et j'en ai vu, et vous aussi, des jeunes gens qui ont bénéficié du projet Erasme, c'est-à-dire la possibilité d'aller se frotter à des langues, à des cultures, à des expériences, à des visions du monde différentes. C'est ça le vrai grand projet. Frédéric Dabi. Frédéric Dabi qui a pas parlé. Elisabeth, s'il vous plaît. Les études Erasme, c'est pas le tourisme. Juste un mot. Frédéric Dabi. Juste un mot. Il n'a pas parlé. Juste un mot. Ça s'appelle l'Europe. L'Europe, c'est la plus belle idée depuis l'invention de la démocratie. C'est ce qu'on est en train de tuer, là, enfin, les enfants. L'Europe, c'est justement le partage. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Bon. Vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Vous ne comprenez ce que vous dites en soi. Vous avez peut-être raison. Il y a des gens qui ne l'entendent pas. Mais c'est pas vrai. Vous ne voulez pas entendre ça. Mais dites pas ça. C'est ça. Moi, j'ai écouté Bernard-Henri Lévy parler de l'Europe pendant 2 heures avec Ruquier. J'ai tout compris et tout le monde dans ma famille a tout compris. Ce n'est pas vrai. Mais que Séguéla et Bernard-Henri Lévy aient compris la même chose, ce n'est pas étonnant. Non, Frédéric Dabi. Non. Et on le fait nous. Alors moi, je le fais sans démagogie. La parole à Dabi. Merci. Bon, ça met un peu de pression. Non, c'était pour dire que l'opinion publique française est majoritairement eurosceptique. Clairement, le référendum du 29 mai 2005 n'a pas été une parenthèse, rappelez-vous. Et lorsqu'on redemande dans une enquête pour les 10 ans du référendum, voteriez-vous oui ou non, le non l'emporte à 60%. Pour autant, depuis quelques années, on l'a dit à plusieurs reprises ici, il y a un nouveau regard des Français sur l'Europe comme lieu des solutions. Il y a une prise de conscience que sur les grands sujets, migration, environnement, emploi, les solutions sont européennes. Mais quand on interroge les Français sur la montée des populismes, ils sont relativement équilibrés. Ici, en premier, c'est dû à l'immigration et à la mauvaise intégration des personnes étrangères, mais il y a très clairement une dimension économique de dégradation des conditions de vie. Je suis d'accord avec vous quand vous parlez des congés payés, mais n'oublions pas qu'en France, en gros, 1/3 à 40% des Français ne peuvent pas partir pendant leur congé. On est quand même sur une dimension de crise économique et le populisme, c'est d'abord une crise des résultats des pays européens à pouvoir changer la vie. Évidemment. Oui, mais il faut dire. Mais c'est évidemment que si comment dire, les gens, s'il n'y avait pas de chômage et si les gens gagnaient convenablement leur vie, ils ne se tourneraient pas. C'est pas que le chômage. C'est pas ça qui a fait monter le chômage. C'est pas le chômage, Pascal. C'est le déclassement. Non, mais Elisabeth, est-ce qu'on peut terminer une phrase ou pas? Je suis désolé. Je veux dire, si aujourd'hui les Français vivaient comme dans les 30 Glorieuses, ils ne se tourneraient pas vers des gens qui n'ont pas encore été au pouvoir et parce qu'ils n'ont pas encore été au pouvoir, constituent pour eux une possibilité de réussite dans leur vie. Mais vous oubliez que le populisme est monté en réponse à la montée de l'islam et de l'immigration. Vous oubliez. Mais vous oubliez que ça s'est fait comme ça historiquement. Mais c'est pas oui, peut dire que c'est du pipeau parce que ça ne lui plaît pas, mais c'est la vérité. Le problème numéro 1 en France, c'est évidemment les gens qui gagnent 1 200 € par mois. Donc l'Europe doit les nourrir. Il y a une chose qui est insupportable, c'est cette idée que c'est uniquement les nationalistes qui aimeraient la France et que les Européens seraient des gens qui, quelque part, n'aimeraient pas leur pays. C'est exactement l'inverse. Moi, je pense que la France, comme tous les pays du monde, est confrontée à un certain nombre de problèmes que l'on connaît tous, qui sont le terrorisme, qui peuvent être l'immigration, qui sont les problèmes économiques, qui sont l'environnement, etc. Et aucun de ces problèmes, on ne peut les régler tout seul. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que l'Europe, toutes ces questions dépassent la France. Allez, court. Vous l'avez dit, j'ai compris. Et ben voilà. Jean Messia, et après, j'ai un questionnaire pour Bernard-Henri Lévy. Sur le populisme, nous considérons que le populisme, c'est le progrès du peuple. Le progressisme, ça ne profite qu'aux élites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Je peux parler. Mais pourquoi déjà... Je peux parler. La deuxième chose, c'est que... La deuxième chose, c'est qu'on peut effectivement défendre une vision de l'Europe quand on va faire l'apologie de l'Europe en anglais. Bon, c'est assez révélateur C'est-à-dire que là, vous faites un reproche à Bernard-Henri Lévy de parler anglais. Qui s'adresse dans la langue du pays où il est, à mon avis, c'est pas idiot, non? Pourquoi vous faites ce reproche? Parce que si on dit que l'Europe a été construite par la France, qui est le cas, si on dit, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que la France est partout, que le français est parlé par des centaines de millions de personnes à travers le monde, on peut très bien faire l'effort de parler français. Si c'est suscité. Il y a beaucoup de gens en Europe qui ne parlent pas français quand même. Le vrai effort, là, je peux vous dire que c'était de parler anglais, là. Je peux vous dire que c'était dans l'extrait que vous avez vu, c'était un vrai effort. Alors, c'est pire parce que je constate que tous les hauts fonctionnaires, tous les représentants de la France dans les institutions internationales, où pourtant le français n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, la deuxième langue, mais une langue au même niveau que l'anglais, font quand même leurs conférences et leurs réunions en anglais. Donc ça, c'est vrai dans les entreprises, c'est devenu, on peut le regretter, mais c'est l'Europe. Je
viens sur l'Europe. Tout le monde comprend l'anglais. Oui, mais dans ce cas-là... Ça ne me paraît pas un thème. Si les Français sont ceux qui défendent pas la France dans les institutions internationales, je ne sais pas qui c'est qui va le faire. Donc, ensuite, sur l'Europe, l'Union européenne, on nous dit l'Europe, c'est celle des solutions. Je suis désolé, la France appartient à l'Europe depuis le début. Et elle appartient à la zone euro depuis 1999. Moi, j'aimerais qu'à un moment, on puisse corroborer quand même les résultats, en tout cas ce qui avait été promis par les tenants de l'Europe, avec la réalité qui est celle d'aujourd'hui. Je suis désolé, dans quel domaine, citez-moi un domaine où l'Union européenne, dans le virage qu'elle a pris dans les années 90, a été un succès. L'Europe nous a désindustrialisés. L'Europe a été en partie responsable du chômage de masse que nous connaissons. L'Europe a été responsable de la submersion migratoire que nous connaissons. L'Europe affaiblit les nations. L'Europe affaiblit les nations. Vous, c'est le Frexit, par exemple. Vous êtes pour le Frexit. Nous sommes pour une Europe des nations. La seule Europe qui a réussi, c'est une Europe des coopérations entre États-nations respectifs et respectés. Non, mais ça s'entend, d'ailleurs. Ariane, Airbus, etc. Tous les grands projets européens, c'est pas le fruit du fédéralisme européen. Je suis d'accord avec vous. C'est le fruit de la coopération des États-nations. Et pour donner de l'eau à votre moulin, et après, d'une certaine manière, Bernard-Henri Lévy va répondre, ce matin, grand patron de Peugeot, Carlos Tavares, met en cause précisément l'Union européenne, et vous le voyez à l'instant, puisqu'il trouve que le diktat de l'Europe, il trouve qu'on va trop vite pour le diesel, que la France est sous le coup de l'influence de ce qui s'est passé avec Volkswagen, etc. Donc, il y a des choses qu'on peut entendre dans ce que vous dites, puisque l'interview de Tavares... Il ne met pas en cause l'Europe non plus. Non. On a le droit de critiquer certaines politiques européennes. Il ne faut pas jeter, comme dit l'autre, le bébé avec l'eau du bain. Tavares n'est pas un anti-européen. Tavares, c'est pas la peine de vous énerver. Attendez, je donne la parole à Bernard-Henri Lévy. Je dis simplement, Tavares fustige la décision du Parlement de Strasbourg de réduire de 40% les émissions de CO2. Pour le patron de PSA, la transition énergétique sera très douloureuse en termes d'emploi en Europe. Carlos Tavares revient sur le vote du Parlement européen qui s'est prononcé début octobre 2018 pour une baisse de 40% des émissions de CO2 des voitures d'ici 2030. Il dit que c'est un vote contre l'industrie européenne qui met en risque les 13 millions de personnes qui travaillent dans notre industrie. Donc ça, c'est un exemple concret où il dit l'Europe déconne. Voilà. Mais il y en a tellement d'autres d'exemples où l'Europe déconne. Elle déconne là. Elle déconne quand, par exemple, un État membre de l'Europe vient faire une OPA hostile sur une compagnie européenne, KLM Air France, qui est une histoire. Il y a plein d'exemples où l'Europe déconne. Bien sûr, l'Europe, c'est un projet démocratique. Comme tous les projets démocratiques, il est insuffisant, il est imparfait et il faut se battre pour le perfectionner et ne surtout pas, comme on l'a trop longtemps fait, penser qu'il est tellement inscrit dans le sens du progrès qu'il n'y a qu'à roupiller sur le siège arrière du train et se laisser conduire au terminus. Donc, bien sûr, c'est vrai. Maintenant, pour répondre à la petite minute de propagande pour le Front National qu'on entendait tout à l'heure. Rassemblement national. À quoi, oui, j'ai du mal à m'habituer, c'est vrai. À quoi l'Europe a servi jusqu'à présent? Bien. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle a servi à ce qu'il y ait de la paix. Elle a servi à ce qu'il y ait de la liberté. Il y a des pays qui sont sortis de la dictature, de la dictature communiste ou de la dictature fasciste, entre guillemets, grâce à l'Europe. Mais enfin, elle sert à créer de la prospérité. Alors évidemment, pas assez. Bien sûr que ça peut être mieux. Mais tous les économistes sérieux, pas ceux du Front National, savent que la crise de 2008, par exemple, aurait été encore plus terrible, encore plus dévastatrice, s'il n'y avait pas eu des mécanismes de régulation et de stabilisation qui sont dus à l'Europe. Et enfin, à quoi sert l'Europe? À quoi sert l'Europe? Il critiquait sur la propagande, mais ça c'est de la propagande européiste. À quoi sert l'Europe? Elle prend l'Europe, comme vous, c'est pareil. Moi je ne qualifie pas ça de propagande, si vous voulez. Non, mais laissez-moi finir. Et elle sert surtout que la vraie histoire aujourd'hui, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est les Iraniens, c'est les Ottomans, c'est tout ça. Face à ça, le Luxembourg tout seul, la Belgique tout seul, l'Italie toute seule, et la France toute seule, sans une volonté politique commune, ça ne marchera pas. On deviendra des provinces. Voilà. Il y a deux choses, pardon. La première, c'est que de volonté politique commune pour faire des coopérations, il y en a certainement et c'est très souhaitable, mais un certain nombre de dirigeants européens, dont le nôtre, si vous voulez, postulent ou rêvent d'autre chose, c'est-à-dire d'un citoyen européen, et ils veulent mettre un peu la charrue avant les bœufs, parce que tant qu'il n'y aura pas de peuple
peuple européen, il n'y aura pas de démocratie européenne. Mais juste un mot, il y a quand même, excusez-moi, l'Europe aurait dû être le protecteur des peuples européens par rapport à la mondialisation. Au lieu de quoi, elle a accéléré, si vous voulez, le fait de les jeter dans le bain de la mondialisation sans protection. Par quoi cela s'est traduit? Par l'appauvrissement des classes moyennes, qui est le cœur de la crise des Gilets jaunes. Si vous voulez, au lieu de la prospérité qu'on nous promettait il y a 30 ans, Alain Minc, vous-même, etc., nous disait 30 ans, ce sera merveilleux, on aura une société libérale. Si on nous disait cela. Et que voit-on? Si vous voulez, que les classes moyennes sont laminées. Il y a un problème. Alors, on va avancer. On oublie une chose. C'est que, à aujourd'hui, l'Europe est le premier marché économique du monde. Bon, c'est ça qu'on va détruire. Alors ce sera encore pire pour les je crois qu'on a bien fait le tour de l'Europe. Je crois qu'on a bien fait le tour de l'Europe. Je voudrais qu'on parle des Gilets jaunes. Il faut absolument se mobiliser sur la reconstruction de l'Europe. C'est ça qui fait défaut. C'est Bernard-Henri Lévy pour le revenu minimum, ça vaut le coup de l'interroger dessus. Et moi aussi, je suis pour le revenu minimum, Elisabeth Lévy. Européen. Sauf que je pense que, comme on l'a bien vu pendant la présidentielle, au niveau français, ça ne marche pas. Le pauvre Benoît Hamon s'est fait retoquer par tous les experts, ça ne marche pas. En revanche, au niveau européen, un revenu minimum, ça peut marcher. Et là, c'est magnifique. Que tous les déshérités d'Europe reçoivent un chèque signé Europe, Banque Centrale Européenne ou autre, je pense que ce serait d'abord formidable pour eux. Et que pour cette Europe dont on dit souvent qu'elle n'est pas assez rêvée, qu'elle n'est pas assez désirée, ça serait aussi pas bon. Ils veulent pas des chèques, ils veulent des usines chez eux, pas des chèques. Ça fait bien longtemps que la puissance n'est pas un effet de taille. Tout le monde ici est bien placé pour savoir ce qu'était la taille de la Grèce antique par rapport à l'Empire perse. Qui c'est qui a perduré? C'est pas l'Empire perse, c'est la Grèce et l'Antique. Et la Corée du Sud, qui est un pays qui n'appartient à aucune alliance, la Corée du Sud qui était avec un niveau de PIB proche de celui du Zimbabwe il y a 40 ans, elle est maintenant au-dessus du Portugal. Et elle ne fait pas. Oui, mais elle est bien. La mondialisation, mais après 40 ans de protectionnisme éducateur. Voilà. On va parler. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'Europe, encore une fois, nous réclamons un principe de réalité. Il faut à un moment corroborer les promesses avec les résultats. Pourquoi on fait ça avec les politiques? On dit ah oui, mais il n'a pas respecté son programme. Le programme de l'Union européenne depuis 30 ans n'a rien réalisé. Et même sur les domaines où l'Europe. Mais non, mais ça c'est de l'idéologie. Tant que vous n'aurez pas d'harmonisation fiscale, sociale, ça ne fonctionnera pas. Les soviétiques disaient exactement la même chose. Il faut plus d'Europe. On a compris, on ne se mettra pas d'accord. Il n'acceptait pas ces objectifs. On disait c'est parce qu'il n'y a pas assez de communisme. L'européisme est une idéologie qui fonctionne exactement comme les autres idéologies. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez l'économie britannique. Les pays qui étaient sous l'empire communiste sont venus en Europe, oui ou non? Oui, mais c'est pas grâce à l'Europe qu'ils se sont libérés, contrairement à ce que je crois. C'est grâce aux États-Unis. On ne se mettra pas d'accord. Mais pour l'instant, c'est grâce à vous qu'ils sont insultés ce matin, parce que comparer Bruxelles à Moscou à l'époque du communisme, pardonnez-moi, c'est insultant pour les victimes du communisme. C'est insultant pour les millions de morts du communisme. Allez, stop, arrêtez. Non, mais ne me dites pas ça. C'est insultant pour les millions de morts du communisme. Comparer l'Europe de Juncker et Macron à l'empire communiste et à ses dizaines de millions de morts, c'est insultant pour les victimes du communisme. Alors arrêtez. Ne vous énervez pas comme ça. Et j'arrête là. Arrêtez, c'est insultant. Parlez de ce que vous savez. Vous êtes ignorant. Parlez de ce que vous savez. Comparer Bruxelles à Moscou, c'est insultant. C'est très marrant que vous vous excitiez comme ça sans chercher à comprendre le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est de dire que l'idéologie communiste. Je parle d'idéologie, je parle pas de système. Mais vous savez pas ce que c'est que l'idéologie communiste, mon pauvre ami. Mais vous savez tout, vous. Vous administrez des leçons à la terre entière. Je sais en tout cas ce que c'est que la monstruosité de l'idéologie communiste. Je sais les crimes qui se sont commis en son nom et je sais l'horreur que ça a été pour le monde. C'est votre mépris. Ne dites pas n'importe quoi. La propagande Front National, ça va 3 minutes. Comme ça, détendez-vous, s'il vous plaît. C'est votre attitude et votre mépris qui expliquent pourquoi les populismes augmentent. Alors je méprise ces arguments-là. Jean Messia, vous allez me faire regretter je méprise cet argument. Vous allez me faire regretter de vous avoir invité. Je vous le dis gentiment, Jean Messia. Comment dire? On sait tous que l'Europe et Bruxelles, c'est compliqué. Et moi, j'ai cité un mot plusieurs fois ici qu'on m'a rapporté. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Jean-Marc Ayrault, de très près, et qui m'a dit, j'ai vu Bruxelles et Bercy planter le quinquennat de François Hollande, je ne pensais pas qu'Emmanuel Macron ferait la même erreur. Alors qu'il y ait effectivement des hauts fonctionnaires, que Bercy soit réticent, qu'il y ait
cette administration lourde qui empêche parfois le politique d'agir en France, c'est évident. Mais lisez les 10 premières pages de Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag et ne comparez pas l'idéologie communiste à Bruxelles. Voilà, mais dites simplement, voilà, c'est un mot qui nous a échappé et puis on enchaîne. Mais c'est vrai que ça n'a pas de sens. Je n'ai pas comparé les deux. J'ai dit simplement qu'en tant qu'idéologie, ils ont les mêmes arguments. C'est-à-dire quand ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas été assez loin dans l'application. Convenez. Voilà. Bon, alors, on va se détendre, si j'ose dire. On va terminer juste par le populiste, parce que je voulais vous... Alors là, vous pouvez dire populiste, pas populiste. C'est tout ce que je vous demande. Je vous dis un nom. Il y a 7 noms que je vais vous dire. Et vous allez dire si c'est un leader ou un chef d'État populiste ou pas. Le premier. Et après, je vous ferai écouter ce qu'a dit Alain Minc, qui était à votre place il y a quelques jours. Je lui ai fait le même questionnaire. Donald Trump. Populiste. Bolsonaro. Populiste. Salvini. Super populiste. Roi des populistes. Orban. Ah bah, Godfather, parrain des populistes. Lucky Luciano des populistes. Andreïs Babis, qui est le nouveau leader tchèque. Populiste. En voie vers le populisme, oui. Et c'est tellement triste, ça. Marine Le Pen. Populiste. Et son père. Fasciste et pro-islamiste. Au début des attentats, au début de la séquence fils-CIA, il disait qu'il préférait l'islamiste en djellaba plutôt que la cosmopolite en blue jean, à l'époque des égorgements d'intellectuels en Algérie. Allié de Saddam Hussein, au moment où Saddam Hussein assassinait les Kurdes à l'arme chimique. Faut-il le rappeler, et allié par ailleurs, comme beaucoup d'extrême droite, aux mollahs, parce que justement... Parce qu'ils faisaient le ménage chez eux. Bon, voilà, c'est ça. Vous considérez que le Rassemblement national aujourd'hui donc n'a plus de rapport avec le Front national du départ? Si, il a encore des rapports. Naturellement, on vient d'en avoir d'ailleurs une petite illustration ce matin. Bon, et Jean-Luc Mélenchon? Populiste. Oui. Bon, alors j'avais posé les mêmes questions à Alain Minc et voyez ce qu'il avait répondu ce jour-là. Il est plus raisonnable que moi, Alain Minc. Non, écoutez, c'est intéressant. Populiste ou hors note populiste? Donald Trump. Hyper populiste. Bolsonaro. Hyper. Salvini. Hyper, plus fasciste. C'est pas pareil. Donc on voit les noms, hein. Salvini. Plus fasciste, hein, vous dites. Plus fasciste. Bon. Orban. Hyper. Andreïs Babis. Alors les gens le connaissent peut-être pas, c'est le nouveau dirigeant tchèque. Flou. Ça veut dire quoi, flou? C'est-à-dire qu'il a des méthodes populistes, mais il n'a pas affronté l'Europe directement. Il biaise. Parce que comme c'est un mot valise, populiste, on ne sait jamais à l'arrivée... mais on approche de la définition de la main, qui vient de nous dire qu'un populiste, c'était quelqu'un qui affrontait l'Europe. Mais oui, entre autres. Bon, alors, un peu plus difficile. Marine Le Pen. Populiste à l'évidence, pas seulement. C'est-à-dire quelques chromosomes encore fascisants qui traînent de ci ou de là. Mais Jean-Marie Le Pen, alors, c'était... Oh, bah Jean-Marie Le Pen, non, pas populiste, fasciste. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Et Jean-Luc Mélenchon? Pas populiste. Et Minc. Alors, vous êtes raccord, sauf sur le dernier. Oui. Il dit pas populiste, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi lui, il trouve que Jean-Luc Mélenchon n'est pas populiste et pourquoi vous trouvez qu'il l'est? Il a une amitié coupable. Pourquoi il le trouve, j'en sais rien, mais moi je sais pourquoi il l'est. Vous savez, il y a une séquence à laquelle on n'a pas, dont on se souvient, mais on n'a pas tiré tout le sens. La fameuse perquisition au siège de la France Insoumise. Ah si, on l'a bien. On l'a bien. Non mais attendez, le sens de ça. Moi je pense que Mélenchon, ce jour-là, a donné l'exemple. C'est-à-dire avec cette façon de s'opposer au point, de jouer la bagarre contre un juge et un policier, c'est-à-dire contre deux dépositaires de la force publique, je pense qu'il a pris une responsabilité dans la séquence qui allait bientôt s'ouvrir. Il y a quelque chose, quand on voit un parlementaire qui se conduit comme ça, c'est-à-dire qui cogne, qui frappe les dépositaires de l'autorité publique, qui dit la République c'est moi, oui, ça permet à n'importe quel casseur de faire la même chose. C'est avec vous, mais il baisse dans les sondages. Manifestement, les gens... il baisse dans les sondages, ce qui est une bonne nouvelle. On décroché sur cette attitude, vous voyez. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire, je le dis tout à l'heure d'Amérique, je le dis de la France, il y a des chromosomes, comme dirait mon ami à la main, il y a une belle culture démocratique en France qui résiste en effet. Bernard-Henri Lévy, vous avez été choqué, d'ailleurs
d'ailleurs juste titre en partie, à mon avis, par la comparaison, si vous voulez, entre l'européisme et le communisme. Et vous avez évoqué les victimes. Excusez-moi, est-ce que c'est pas une insulte aux victimes du fascisme, si vous voulez, de nous dire qu'il y a du fascisme chez Marine Le Pen, qui, à ma connaissance, respecte le résultat des élections et vomit par la presse d'extrême droite, genre Rivarol, par les groupes de nazillons, ils la vomissent. Si vous voulez, qui sont des vrais fascistes, eux, pour le coup, est-ce que vous ne croyez pas quand même que vous galvaudez le mot fascisme ? Vous savez, d'abord, les fascistes, c'est pas la première fois qu'ils respectent les élections. Pardonnez-moi, mais ils sont en général arrivés au pouvoir par les élections et ils en ont respecté. Ils sont violents aussi dans les rues. Deuxièmement, il y a toujours eu, dans les mouvances fascistes, il y a toujours eu plus fasciste que soi. Il y a toujours eu Rivarol. Non, si, ça c'est le vieux truc. Il y a toujours eu plus fasciste que soi qui disait que vous ne l'étiez pas, que Monsieur X ou Madame Y ne l'était pas suffisamment. Donc c'est pas un argument. Où sont les victimes du lepénisme ? Après, ce qui est vrai, c'est qu'il faut faire très. C'est pour ça que j'ai été très prudent tout à l'heure, et je pense qu'en effet Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen, mais savoir que les mots ont de la mémoire, savoir qu'il y a des traditions intellectuelles dans un pays, ça c'est très important. Les leaders politiques et leurs discours, ça vient pas de nulle part. C'est ancré. Alors on est peut-être ancré dans un sol, mais on est ancré aussi dans une rhétorique, dans des discours. Et pardonnez-moi. Dont on peut jamais changer, donc. On peut jamais bouger. On peut changer quand on fait effort sur soi, quand on le reconnaît, etc. Le jour où Marine Le Pen... Le Front National à 25% ne peut pas être le même qu'à 5%. Le monde change quand même. Par exemple, l'antisémitisme, qui est un sujet très intéressant. L'antisémitisme de la libre parole de Drummond, de l'affaire Dreyfus, il est résiduel. Oui, heureusement. Il est résiduel. Bien sûr, heureusement. Il y a un nouvel antisémitisme. Mais grâce au ciel. Voilà. Donc, il est résiduel, on est d'accord. Heureusement d'abord qu'il y a moins d'antisémitisme qu'à l'époque de l'affaire Dreyfus ou des années 30 en France. Bien sûr. Heureusement que les institutions républicaines en France, contrairement aux époques anciennes, tiennent bon. Ça, c'est la vraie nouveauté. Une des vraies raisons pour lesquelles l'antisémitisme est contenu, c'est que la République, à droite et à gauche, ne plaisante pas avec ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un nouvel antisémitisme. Oui. Par exemple, l'antisémitisme chrétien a quasiment disparu. Les chrétiens sont devenus les alliés métaphysiques, les alliés spirituels des Juifs. En revanche, il y a un antisémitisme basé aujourd'hui sur l'antisionisme, sur le négationnisme et sur l'islamisme radical, ou sur l'islamo-gauchisme, qui est celui qui fait le plus de ravages. D'abord sur la question des fascismes qui ne tuent pas. Il y a des fascismes qui ne tuent pas, mais qui, je dirais, rationalisent la haine ou arment intellectuellement le tueur. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. D'ailleurs, pour les obsessionnels de l'islam, il y a des islamistes qui ne tuent pas. Ils ne sont pas pour autant plus sympathiques que les islamistes qui tuent. Non, mais ils sont plus légaux. En ce qui me concerne, je n'ai jamais voulu accepter de tomber dans ce piège, parce que tout simplement, dans les grands combats idéologiques, on ne combat pas uniquement l'acte, on combat surtout toute l'idéologie nourricière de l'acte. Et l'idéologie nourricière de l'acte, y compris de l'acte antisémite, aujourd'hui est encore présente, et je dirais le parti politique agréé qui le représente le mieux aujourd'hui, c'est celui... Évoquons les Gilets jaunes. Évoquons les Gilets jaunes, parce que là, l'avis de Bernard-Henri Lévy m'intéresse fortement, puisque j'allais dire le 1er, mais dès le 17 novembre, vous avez eu des prises de position assez radicales sur le mouvement des Gilets jaunes. D'abord, les chiffres du week-end, la mobilisation en région. La mobilisation en région, c'est 35 000 personnes. Moins de 10%. Chaque dimanche, chaque samedi, c'est moins 10%. Oui, 35 300 personnes en région, manifestants en région. Donc c'est vrai qu'on peut le dire, même si le mouvement existe, même s'il y a des revendications qu'il faut entendre, les gens qui battent le pavé le samedi, il y en a de moins en moins. La mobilisation à Paris, c'était 4 000 personnes, donc il n'y a pas grand monde, on peut le constater forcément. La courbe, on va la voir, la courbe elle est très, très, très intéressante de ce point de vue-là, et effectivement, elle ne fait que baisser. Mais, moi ce que je voudrais, c'est non pas votre position d'aujourd'hui, parce que vous allez nous la donner, mais votre position dès le 17 novembre. C'est ça qui est intéressant, dès le 17 novembre. Voyons ce que vous écrivez. Vous écrivez « Poujadisme des Gilets jaunes, échec d'un mouvement qu'on nous annonçait massif ». Irresponsabilité des chaînes d'infos qui attisent et dramatisent. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que c'est nouveau.
effectivement, avec les réseaux sociaux, et peut-être que la société change, et peut-être que nous-mêmes, on n'a pas pris assez la mesure de ce qui se passe, et que ce couple réseaux sociaux, chaîne info peut être compliqué. Soutien à Macron à son combat contre les populismes et à la fiscalité écolo. Le 18 novembre, vous écrivez, dans ce qui est en train de se lever en France, il y a de la détresse, de la souffrance, mais aussi de la colère. Noble et belle cette colère, ou passiontiriste. Relire Descartes, Spinoza et écoutons les Gilets jaunes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous dites à des Gilets jaunes, lisez Spinoza et Descartes, et là, ils peuvent vous dire... C'est à vous que je disais de lire Spinoza. Ah bon, d'accord. Aux chaînes d'info. Bah oui. D'accord. Et Twitter s'emballe encore. J'ai dit dans une conférence au CRIF que la colère peut être soit noble et belle, soit passion triste. Les Gilets jaunes sont hélas dans les seconds cas. J'invite, comme dans mon tweet précédent, à lire Descartes et Spinoza. Pour certains, c'est urgent. Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je voudrais qu'on reste sur ce couple, parce qu'il y a des choses qui ont changé entre les réseaux sociaux et ce couple infernal qui peut être chaîne info, réseaux sociaux, qui est nouveau, parce que c'est un média, les réseaux sociaux. On ne les entendait pas, ces gens-là. La bêtise, d'une certaine manière, on ne l'entendait pas. Et aujourd'hui, on peut l'entendre, et la haine également. Et ça, c'est nouveau. La bêtise, on l'a entendu sur les réseaux sociaux, mais on l'a entendu aussi sur les chaînes de télévision. C'est-à-dire que lorsque vous avez invité, comme si c'était vous ou d'autres... Ah non, mais moi, je me fais le reproche d'avoir invité Maxime Nicole. Voilà. Je me fais le reproche. C'était des oracles. Oui. Monsieur Nicole, oui. Monsieur Drouet, oui. Monsieur Chalençon. Je suis d'accord. Dont on a compris très vite que dans le meilleur des cas, en effet, c'était des boulangistes. C'est-à-dire des gens qui rêvaient d'un renversement de l'ordre établi et de l'appel à un homme providentiel. Et dans le pire des cas, que c'était juste des gens qui ne savaient pas ce qu'ils disaient. Là, je crois qu'il y a eu une vraie responsabilité de leur donner cette importance et de donner à leur parole cette espèce de sacralité médiatique. On sait que vous êtes, les chaînes d'info, trop souvent comportés dans cet épisode comme des partenaires du mouvement. Vous savez, comme avec les théâtres et les machins en partenariat. Ben non. Donc là, il y a quelque chose d'assez... La vieille presse, la presse à l'ancienne, elle avait quand même ce mérite qu'il y avait des fact-checking, on ne publiait pas une information avant de l'avoir vérifiée, des éditoriaux incendiaires et qui pouvaient mettre le feu dans les esprits, on les trappait, comme on disait. Aujourd'hui, cette espèce de régime de la parole immédiate, premièrement, et deuxièmement, toute parole vaut toute parole. Parce que oui, mais pourquoi ? Parce que réseaux sociaux. Réseaux sociaux. C'est ça le principe des réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est quoi ? C'est une belle révolution démocratique, tout le monde a le droit de parler. Et c'est une grande régression démocratique, c'est la parole de tout le monde égale la parole de tout le monde. La parole de Maxime Nicole égale la parole d'Emmanuel Macron. Je suis désolé, c'est pas la même chose. On peut être pour ou contre Emmanuel Macron, mais excusez-moi, 1, il a été élu par une majorité de Français, 2, il est président de la République, 3, il a un peu passé de temps quand même à faire marcher ses neurones pour savoir comment la France pouvait aller mieux, ce qui n'est pas le cas de M. Maxime Nicole. Donc là, il y a un vrai piège dans lequel avec vous, beaucoup d'entre nous sont tombés. Je suis d'accord avec vous, puisque je me fais le reproche précisément d'avoir invité, par exemple, Maxime Nicole, donc je le referai plus, par exemple. Mais ce que je trouve intéressant dans cette séquence, c'est qu'effectivement, toute cette haine, toute cette bêtise avant, on ne l'entendait pas, puisque pour aller à la télévision ou aller dans la presse, que vous venez de dire, il fallait avoir un certain niveau de pensée, pourquoi pas d'expression, etc. Et que via les réseaux sociaux aujourd'hui, nous sommes tous contaminés par des gens qui avant, effectivement... Mais on n'a pas entendu que de la haine et de la bêtise ici, sur ce plateau. On a entendu... Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'elle a contaminé et infusé. Je dis que c'est un nouveau média, les réseaux sociaux, au même titre que la télévision, etc. C'est un nouveau média dans son ensemble et que ça a infusé et contaminé la société française. Et là, il y a discussion. Jacques et après Jean Messia. Mais le problème des Gilets jaunes, c'est qu'il y a eu les purs et les durs. Et on peut très bien comprendre et essayer de tout faire pour faire aboutir les demandes des purs, mais les impurs, qui étaient avec leurs gilets jaunes, c'était les casseurs. Et à partir de là, ils ont été complices et victimes, et ils se sont suicidés eux-mêmes. S'ils avaient refusé... Le vocabulaire de la pureté soit très adapté. S'ils avaient refusé absolument tout contact avec les casseurs, toute manifestation qui pouvait provoquer de la casse, ils auraient pu émerger et devenir un groupe... ils ont perdu... Pour moi, toute légitimité. Qualifier le mouvement des Gilets jaunes de mouvement de ligards, le traiter de mouvement antisémite, pour moi, ce sont des fautes morales, inexcusables. On nous demande de ne pas amalgamer quand vous avez un terroriste islamiste qui rafale des gens dans un concert en disant pas d'amalgame avec le reste. Le reste. Non mais vous avez raison. Voilà, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y en a quelques crétins. Il y a quelques crétins dans le mouvement que ça doit jeter le discrédit sur l'ensemble du mouvement.
Oui, c'est vrai, je me suis plus intéressé à la misère bosniaque qu'à la misère au coin de la rue. Je suis un peu sourd à la question sociale. Que voulez-vous? On écrit avec son intelligence et son inconscient. Ça vous dit quelque chose? C'est de vous. C'est moi. Voilà. Donc, monsieur, donc si vous voulez, moi ce que je m'étonne, parce que ça résume en fait la pensée de beaucoup de personnes, c'est que les mouvements populaires sont admirables à travers la terre entière. On s'y précipite en bras de chemise, en montant sur des caissons et en haranguant la foule, la larme à l'œil. Mais quand il s'agit d'une colère populaire qui est française, là, ça devient fasciste, nazi et antisémite. C'est ça que j'appelle, moi, la haine de soi. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Il y a quand même, on peut ne pas employer ces mots, il y a une vraie critique. Il y a une vraie critique sur votre rapport au mouvement social français qui a été quand même tout de suite. Voilà, donc vous pouvez, on peut y répondre. En dehors des mots qu'il emploie, on peut répondre. Ça fait 40 ans que j'écris sur la France et sur le reste de la France. J'ai passé ma vie à soutenir les mouvements sociaux en France quand je pensais qu'ils le méritaient. Quand je pensais que non seulement leurs revendications étaient justes, mais quand je pensais par ailleurs... Non, j'avais été communiste. Quand je pensais que, un, leurs revendications le méritaient, et deux, quand les mots dans lesquels ils les exprimaient me semblaient être des mots qui ne faisaient pas injure à la République, à la démocratie. Aujourd'hui, avec les Gilets jaunes, le problème, c'est la première fois de ma vie, en effet, que j'ai ce malaise face à un mouvement social. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai 70 ans, c'est la première fois que je ressens ce malaise. Pourquoi? Parce que les revendications sont, pour un grand nombre d'entre elles, même pour la plupart, toutes, peu importe, elles sont justes. Quand des gens demandent plus de justice, plus de pouvoir d'achat, plus de droits, ils ont par définition raison. En revanche, ce qui m'a tétanisé, c'est que dès le premier jour, dès le deuxième week-end, dès l'Arc de Triomphe, dès les premiers cassages de gueule de flics, etc., et dès le moment où j'ai compris que les gilets jaunes purs dont parlait Jacques Séguéla ne se sont pas dressés comme une seule femme et un seul homme, pour dans une page Facebook, par exemple, comme ils savaient le faire, dire pas en notre nom. Nous, on a des revendications qui sont ceci et cela, pouvoir d'achat, pas en notre nom. On profane pas l'Arc de Triomphe, on casse pas, on n'insulte pas les gays, on ne casse pas la porte d'un ministère parce qu'elle est la maison commune des Français. Je n'ai jamais vu ça, Elisabeth Lévy, dans un mouvement social français. Je n'ai jamais vu ça. Et je connais assez bien l'histoire de mon pays, parce que je l'aime, parce que je suis un bon patriote. Je connais bien l'histoire du Front populaire. Je connais bien l'histoire des mouvements de la libération. Je connais bien l'histoire de mai 68. Je connais bien l'histoire de cette fraternité, de cette espérance, de ce désir de davantage de République. Vous expliquez que les classes populaires françaises aujourd'hui soient totalement en rupture avec ces valeurs d'ouverture que vous défendez. Comment vous expliquez? Je veux dire, c'est pas parce que les peuples sont des salauds, c'est pas parce qu'ils sont en rupture avec cela. Ils veulent des cadres. Bien sûr, vous avez raison. Un, il y a une explication et il faut du temps pour la donner. Mais deux, dans l'urgence, on ne peut pas ne pas leur dire, les gars, ça va pas. On peut pas casser le ministère. On peut pas dire à l'Élysée, comme on le faisait en 1934. On ne peut pas. Mais dénoncer leur côté franchouillard, ce que vous avez fait souvent, pas cela, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait depuis le début de la crise des. Non, pas cette fois-ci. Depuis le début de la crise des Gilets, j'ai fait très attention à dire que d'un côté, il y avait la misère sociale qui est poignante et à laquelle il est vital que la France apporte, les gouvernants français apportent des réponses, et de l'autre côté, il y a les mots avec lesquels ça se dit, tout ce qu'on entend, tous les échos qui reviennent de l'histoire de France, et qui ne sont pas la grande histoire de France à laquelle moi j'adhère. Mohamed Sifawi. Moi je vais vous dire franchement les choses. Dès le départ, il y a certains éléments qui m'ont gêné dans ce mouvement, et je l'ai écrit et je l'ai dit. D'abord, là, les revendications sociales sont totalement légitimes, les colères totalement compréhensibles et tout aussi légitimes. Mais quand, dès le premier jour du mouvement, vous avez l'intégration de Soralien avec toute leur rhétorique antisémite, l'intégration de Dieudonné... Elle est marginale. Non, attendez, laissez-moi finir, c'est pas marginal. Mais si, puisque de novembre jusqu'à aujourd'hui, attendez, lorsque vous avez l'intégration de dieudonnistes qui vous font des quenelles et qui commencent à structurer le mouvement idéologique, quand vous avez l'extrême droite et l'extrême gauche qui convergent sur la question de l'antisémitisme, comme d'ailleurs par hasard, quand Finkielkraut subit
ce qu'il a subi, on découvre un fichier S salafiste. Donc c'est devenu une sorte de ramassis d'extrémistes qui ont pris en otage probablement des gens respectables, etc., qui n'ont pas été capables de s'unir, de s'organiser, de se structurer, de dégager des leaders crédibles et sérieux, et qui nous ont fait sortir ces comiques, je veux dire, avec leurs théories complotistes. Par ailleurs, je vous rappelle ce qui s'est passé au lendemain de l'attentat de Strasbourg, où on a entendu des gens sur des plateaux de télévision au nom de cette mouvance dire c'est l'État qui a fait ça. N'oubliez pas les écriteaux qu'on voit ça et là chaque samedi encore aujourd'hui. Macron et les Juifs, Macron et Rothschild, comme beaucoup l'ont signalé. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de minorités. J'entends ce que vous dites. Je pense que par rapport au départ du mouvement, ce que disait très justement Bernard-Henri Lévy, les revendications je vous passe. Il y a des actes antisémites qui ont été faits par un seul mec. Je vous passe. Les paroles racistes qui ont été tenues, les cris de singe qui ont été lancés à des gens de couleur. Tout ça, ce sont des choses qui sont documentées et sur lesquelles tous les journalistes, vous conviendrez, en plus l'incapacité des journalistes qu'ont aujourd'hui, et je discutais avec des confrères, à couvrir un événement dans une démocratie. Et vous avez raison. C'est tout simplement l'expression d'un extrémisme qui est clairement aujourd'hui identifié. Vous dites extrémisme, je dirais haine ou colère, ce qui est assez différent. C'est-à-dire que si vous allez... Quand on s'attaque à des Noirs, à des Arabes, à des homosexuels, à des Juifs, à des journalistes, ce n'est pas marginal. Ce n'est pas marginal et ce n'est pas banal. C'est marginal. L'antisémitisme a bondi de 74% l'année dernière. Le mouvement des Gilets jaunes n'était pas là. Et c'est certainement pas l'ultra-droite. Mais en revanche, responsable de ça. Il y a une partie des gens qui, effectivement, notamment sur les médias, ont un rapport très compliqué. Vous allez dans une manifestation, ils vous insultent. En fait, si vous ne pensez pas comme eux, il y a quelque chose de totalitaire là-dedans et ils sont prêts à voilà, vous avez dit le mot, ce sont des ingrédients du totalitarisme. Pour les Gilets jaunes, encore aujourd'hui d'ailleurs, il y aurait une chose tellement simple à faire, puisque c'est comme ça qu'ils sont nés et c'est comme ça qu'ils se rassemblent. Un événement Facebook, une page Facebook, pour lister tout ce que vient de dire Mohamed Sifawi, en faire la liste et dire on est contre ça. Et on appelle tout le monde à signer. Alors on verra s'il y a quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers ou quelques centaines de milliers de signatures. La preuve, elle peut être faite demain matin. Si cette page est créée, si l'appel à signature est fait... Mais au fond, vous pensez quoi? Vous pensez que le mouvement Gilets jaunes, il est par définition antisémite, raciste? Je pense que moi, pour le coup, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quelques personnes dedans, mais je ne pense pas majoritairement. Je pense que pour l'instant... Les personnes n'a eu, au sein du mouvement des Gilets jaunes, personne n'a pris cette initiative simple que je vous dis, et qui consistait à isoler mathématiquement les homophobes, les anti-journalistes et les casseurs de République, et à se compter les pro-République et les pro-démocratie. Personne n'a eu cette idée. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'ils seraient minoritaires, parce qu'ils pensent que l'antidémocratisme les travaille trop profondément, je ne sais pas. Mais c'est parce qu'ils ont peur, effectivement, exactement. Voilà. On va parler de l'Algérie, il nous restera 10 minutes. Il y a une chose dans ce que vous avez dit, sur laquelle je voulais vous faire revenir un petit peu, c'est il y a un anti-intellectualisme qui n'est pas seulement chez les Gilets jaunes, qui, me semble-t-il, est une sorte de sous-produit de l'égalitarisme français. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'égalité, de notre tradition, etc. Est-ce que vous ne croyez pas que ça, c'est une tradition de la gauche en quelque sorte, si vous voulez, et qu'avec la destruction de l'école, on assiste là, si vous voulez, cette haine des intellectuels, cette haine de tout ce qui est diplômé. Est-ce que dans le fond, ça n'est pas, si vous voulez, la fin de l'égalitarisme ou de cette espèce d'idée d'égalité devenue folle? C'est une tradition française, mais elle n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui. Elisabeth Lévy, bien sûr que dès la fin du 19e siècle, la France a deux spécialités. Un, elle invente le mot intellectuel. Deux, elle invente l'anti-intellectualisme. Mais en 1936, en 1945, sous De Gaulle, la gauche de François Mitterrand, elle n'a jamais été... Les gauchistes, les groupes d'extrême gauche des années 70, ils n'ont jamais été animés de cette rage et de cette haine, non seulement des intellectuels, mais de ceux dont ceux-ci sont porteurs. La gauche d'autrefois, qu'est-ce qu'elle voulait? Est-ce que votre gauche n'en est pas responsable? C'était ça ma question. Oui, bien sûr que oui. Elle voulait que tout le monde ait accès aux livres. Elle voulait que tout le monde... Mais si, elle voulait que tout le monde ait accès à la beauté du monde. Elle voulait que tout le monde puisse... Autrefois, il y a longtemps. Il y a longtemps. Jean Messia, et après on parle de l'Algérie.
dire ras-le-bol la beauté du monde. On parle de l'Algérie. Sur les gilets jaunes, moi, je suis très surpris parce qu'on va picorer quelques petites minorités dans le mouvement pour les monter en épingle. Non plus quelques minorités. Pour les monter en épingle, parce que vous savez, les trois leaders posent problème. La gauche depuis 45 ans. Les leaders posent problème. Oui, les trois leaders posent problème. La gauche depuis 45 ans vit sur un antifascisme d'opérette. D'accord, elle s'invente des fascismes inexistants. Il y aurait un leader politique du Front National pour pouvoir continuer à se légitimer politiquement. Or aujourd'hui, on est en train d'entretenir un fascisme fantasmatique, tout en laissant de côté un véritable totalitarisme qui est le totalitarisme islamiste, qui est en train d'accroître son emprise dans les banlieues, qu'on n'a pas du tout critiqué ici, alors que c'est là le véritable danger. Qui aujourd'hui est majoritairement antisémite? Qui aujourd'hui tue des juifs? Le not in my name, pardon, on l'attendait aussi des musulmans, et on l'a pas eu. Qui aujourd'hui Mohamed Merah, Mehdi Nemmouche, ce sont eux qui tuent des juifs. Terminez, Jean Messia, terminez. En France, on ne l'a pas eu. Et pourquoi cette emprise islamiste et ce nouveau totalitarisme qui a aussi été alimenté par des politiques immigrationnistes folles depuis les années 81 qui associent une immigration massive avec une casse en coupe réglée de l'identité française qui rend impossible toute assimilation. Voilà le problème. Donc aujourd'hui coexistent plusieurs peuples à l'intérieur de la nation française et l'antisémitisme. Ça n'a aucun rapport avec le sujet parce que l'antisémitisme des gilets jaunes est fantasmatique. Jean Messia. On parlait des gilets jaunes, vous ramenez ça sur l'immigration. Vous prenez une petite poussière et vous la montez en épingle et la montagne antisémite, vous la voyez pas. On peut parler de n'importe quoi. La difficulté de ce que vous dites, parce que vous reprochez finalement aux autres ce que vous faites vous-même. C'est-à-dire que ceux qui ne s'assimilent pas, c'est peut-être une minorité dans la France musulmane. Moi, j'ai entendu. On a des études. Mais laissez-moi terminer. J'ai entendu le débat avec Emmanuel Macron, le dernier. Et ce qui était formidable, c'était les questions. Et on en a passé 2 questions de 2 jeunes femmes qui ont 22 ou 23 ans, qui habitent Bordeaux, qui étaient formidables. 2 étudiantes qui ont fait des études. Mais elles disent, voilà, moi, j'ai pas le prénom qu'il faut, j'ai pas le nom qu'il faut, j'ai pas le réseau qu'il faut, et j'arrive pas à trouver un stage. Donc elles ont tout pour s'assimiler. Non seulement elles ont tout, mais elles sont assimilées. Elles sont tellement assimilées qu'elles sont performantes sur le plan des études. Mais elles n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas les bons codes. C'est ce qu'elle disait d'ailleurs, cette question, elle était formidable. Les bons codes, le réseau. Parce que quand vous oubliez qu'il y a une énorme classe moyenne d'origine. Donc, vous oubliez je termine juste pour dire que quand vous dites que cette France-là ne peut pas s'assimiler, non, vous généralisez. Ce n'est pas vrai. Je vais dire mon exemple. Quand j'ai tenté l'ENA 3 fois, que j'étais admis à la 3e fois, j'ai pas été admis parce que j'ai des cheveux crépus. Enfin, à l'époque, j'en avais. Oui. D'accord ? Ça veut rien dire. Ça, c'est pas une question raciale. Vous avez, comme disait Elisabeth Lévy à l'instant, tout le monde est concerné par ça. C'est pas simplement les gens d'origine étrangère. Alors le Dupont. Non, mais je rebondissais sur l'assimilation. François Dupont qui tente des concours de la fonction publique et qui est recalé, il va dire quoi ? Je suis recalé parce que je suis blond. Bon, il nous reste 10 minutes. C'est racialiser le problème. L'Algérie. On parle de l'Algérie. On parle de l'Algérie avec effectivement Mohamed Sifawi, le président Bouteflika se représente. Voyons, si vous voulez, le sujet de Guillemette Allard sur la candidature du président Bouteflika. Et vous avez une position assez différente de tous ceux que j'entends sur Bouteflika, parce que vous dites au fond qu'il gouverne le pays, qu'il comprend tout, qui prend les décisions. Je n'ai pas dit qu'il gouvernait le pays. Bah, en tout cas, vous dites qu'il comprend. Certains disent qu'il ne comprend rien, il ne peut plus parler, il ne peut plus s'exprimer. Pardonnez-moi de l'horreur de ce mot, c'est un légume, quoi, il ne peut rien faire. Et vous dites non, ce n'est pas vrai du tout. Oui, parce que moi, je suis journaliste et j'enquête. D'accord, alors voyons le sujet et je vous donne la parole. Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle. C'est par un message à la télévision que les Algériens ont appris la candidature du président sortant. Dans une lettre, lue hier soir par son directeur de campagne, Abdelaziz Bouteflika promet que c'est sa dernière candidature. De nouvelles élections auront lieu. Le président promet de ne pas se représenter à ce scrutin. Cette élection a pour but de permettre une transition du pouvoir dans des conditions pacifiques, dans la liberté et la transparence. Une déclaration pour tenter de calmer la colère populaire. Encore cette nuit, ils étaient des centaines à défiler dans les rues du pays. L'ambassadeur d'Algérie en France en est convaincu. Cette fois, si le président sortant est réélu, ce pourrait bien être son dernier mandat.
Bouteflika, bien entendu, il est diminué physiquement, mais je pense que ce sera certainement son dernier combat, l'ultime combat de sa vie pour permettre cette transition générationnelle au niveau de l'Algérie. On en a besoin. Il faut que l'Algérie évolue vers une transition générationnelle. On le dit aujourd'hui à tous les niveaux. Car ce n'est pas seulement l'homme, mais le système contre lequel se révoltent les Algériens. Avec ce recul, je m'en vais dans un an, Abdelaziz Bouteflika donne le temps à toutes les cliques de trouver un autre candidat qui leur irait. L'élection présidentielle aura lieu le 15 avril. Mohamed Sifaoui, je rappelle que vous êtes journaliste, vous n'avez pas le droit d'aller en Algérie. Hein. Ça fait 20 ans que je n'ai pas remis les fiches. Vous êtes condamné, c'est ça? Oui. S'il vous plaît, Elisabeth, est-ce que c'est possible de vous reprendre en permanence? C'est ma faute. Vraiment, Elisabeth, vous n'êtes pas disciplinée? Non. Oui, pour mes écrits, depuis le départ, le régime d'Abdelaziz Bouteflika, je l'avais critiqué notamment pour l'amnistie qu'il avait accordée à des terroristes, leur permettant de se pavaner dans les rues d'Alger pendant qu'ils harcelaient les démocrates et les journalistes. Cela a déplu au régime. Ils m'ont d'abord condamné à 1 an de prison ferme pour un écrit que j'avais commis en 1997, c'est-à-dire avant même son arrivée au pouvoir et qui ne le concernait pas directement. Et ensuite, j'ai fait 2 livres en 2011 et en 2012 qui m'ont valu aussi d'autres condamnations. D'ailleurs, il y a un ancien consul général d'Algérie en France qui avait même essayé, en tout cas mis l'idée totalement saugrenue de me faire déchoir de ma nationalité algérienne parce que j'aurais à son goût trop critiqué à la fois évidemment la corruption qui le concernait, mais aussi Sa Majesté Abdelaziz Bouteflika. Bon, pourquoi vous dites que finalement il est capable de prendre des décisions, il est capable de parler, capable d'écouter, et qu'intellectuellement il n'est pas diminué? Je pense qu'il y a eu des erreurs, méthodologiques qui ont été faites par de bonne foi, hein, je le précise. Les gens l'ont dédouané pensant qu'il ne gouvernait plus, qu'il n'avait absolument aucun mot à dire, qui était là et qui était utilisé par tout le monde. En vérité, lorsque moi j'ai eu l'occasion à la fois de discuter avec des dirigeants étrangers et des responsables algériens qui l'ont rencontré, et j'ai discuté aussi avec des neurologues, des spécialistes de l'AVC, pour essayer de comprendre dans quel état physique il était. Et j'ai dit quelque chose qui relève de la nuance, mais visiblement certains ont du mal à capter ça. Bouteflika est dans l'incapacité totale de diriger le pays, soyons clairs. En revanche, il est lucide, il est capable de dire « je veux rentrer chez moi ». C'est-à-dire que inutile de le dédouaner et de laisser croire qu'il y a d'autres qui le manipulent et qui le poussent à rester président. D'abord, son frère, Saïd, qui a une relation fusionnelle avec lui, ne permettra jamais qu'on fasse ça si c'était vrai. Il est totalement lié à son aîné, comme l'autre frère Nasser Bouteflika, qui d'ailleurs le protège. Donc ils sont là, à côté de lui, ils mettent en pratique ces desiderata. Alors je le répète pour ceux qui ne l'ont pas compris, Abdelaziz Bouteflika, non, mais c'est pour moi ceux qui n'ont pas compris. Abdelaziz Bouteflika a produit un faux certificat médical. Il n'est pas en capacité physique de diriger le pays. En revanche, il est lucide, il est capable de dire je veux rentrer chez moi, c'est terminé et je continue. En tous les cas, il y a eu un truc presque amusant ce week-end, c'est qu'on nous a expliqué qu'il limogeait son directeur de campagne. Et comme il ne fait pas campagne, je ne sais pas très bien à quoi servait ce directeur de campagne. C'est le mot de François Mitterrand qui avait engagé Fabius. Ce que je voulais dire, directeur de cabinet, mais j'ai pas de cabinet. Là-dedans, c'est très bien. Je ne sais pas, effectivement, tous les commentateurs algériens disent la même chose d'ailleurs, effectivement, puisque Mohamed nous dit qu'il ne dirige pas le pays. J'avais du mal à comprendre, effectivement. Voilà. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qui dirige le pays. Or, ça n'est pas d'hier, ça n'est pas d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est l'armée est dans un processus extrêmement compliqué, extrêmement opaque et visiblement qui dirige ce pays, c'est bien le problème. C'est qu'il n'y a pas des gens élus. De toute façon, même quand on élit des gens, ce ne sont pas eux qui dirigent le pays, Mohamed. Je vais répondre. On est d'accord. Non mais alors, juste attends, j'ai pas fini. Non mais c'est marrant, c'est incroyable. Quand moi je parle, c'est toujours long. Il vient de parler, je lui réponds. Je suis désolé. Et il me semble que ce qui s'est passé, c'est que l'armée ne semble pas être d'accord
pour qui elle va mettre comme paravent du pouvoir la prochaine fois. C'est pour ça qu'on en est là. C'est tout. Malheureusement, il ne nous reste que 3 minutes. Jacques Séguéla, qui a assez peu parlé, et Frédéric Dabi aussi. Je les remercie tous les deux, parce que c'est une émission un peu particulière. Je vous avais dit que vous reviendrez, hein, vous avez vu, c'est un peu musclé, nos échanges. Mais Jacques voulait dire je voudrais revenir au sujet du jour. Oui. Et la venue de Bernard-Henri Lévy, qui nous fait beaucoup d'honneur d'être là. Moi, je suis très fier de ce qu'il fait. Et je le soutiens passionnément, parce que cette Europe, il faut l'aimer. Il faut l'aimer, sinon elle va disparaître. Et si elle disparaît, c'est un cataclysme. C'est un cataclysme mondial. D'ailleurs, nos adversaires ne rêvent que de ça, tous les grands pays du monde. Et nos associés, les autres pays, ne rêvent aussi que de ça dans leur division. Et c'est la parole de la société civile qui va dominer par rapport à la parole politique. Puisque dès que la parole est politique, les gens s'en détournent. Et c'est cette œuvre ambulante qui fait à travers l'Europe... Et moi, je sais, pour faire des conférences aussi en anglais dans des pays différents, comme c'est difficile quand on est français et qu'on parle l'anglais comme un Frenchie, comment c'est difficile de tenir en haleine un public. Et donc, je pense que s'il y avait 10, 20, 30, 50 personnalités de la société civile qui acceptaient, avec leurs moyens à eux, avec les possibilités qu'ils ont, de faire aimer l'Europe, simplement ça, de faire aimer l'Europe, lui pour sa partie à lui intellectuelle, culturelle, et puis tout ce qu'il a à dire aussi de sociologique, et puis les autres, avec les mots qu'ils ont à dire, eh bien, on ferait peut-être que d'abord, les gens qui doivent voter, iront voter, parce que si l'Europe perd, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'europhiles qui prendront la décision d'aller voter parce qu'ils n'auront pas été assez concernés. C'est pas avec Captain Europe, la petite mascotte que j'ai vue, que j'ai trouvé un peu grotesque. Mais alors, Frédéric, est-ce que les gens vont se passionner? Parce que j'ai l'impression que cette fois-ci, quand même, on se passionne un peu plus pour l'Europe. C'est vrai que c'est le scrutin qui est le plus abstentionniste, 57% en 2014. Là, sur les premières données de l'IFOP fiducial, notamment pour CNews, on a une participation qui va être faible, mais peut-être moins faible que par le passé. C'est aussi une question de calendrier électoral. En 2014, le scrutin européen avait été cannibalisé par les municipales qui avaient eu lieu 2 mois avant. Ça reste quand même le scrutin où les Français votent le moins et où les jeunes votent le moins. 3/4 d'abstention chez les moins de 25 ans. Bon, écoutez, on va remercier Bernard-Henri Lévy, parce que c'est vrai que c'est assez rare de vous voir dans un débat contradictoire avec des éditorialistes. Par exemple, nous, on n'a rien changé au format de notre émission. C'était un peu le but que j'avais passé avec vous. Et c'était une manière d'échanger et d'être, comme toujours, d'être d'accord avec ce que les gens regardent, vous voyez, ou perçoivent. C'est-à-dire qu'ils vous perçoivent d'une certaine manière. Et cet échange-là, on a pu l'avoir ce matin, donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais moi, j'aime les débats loyaux, j'aime les débats où chacun peut parler et où on échange des arguments à hauteur de visage et pas au-dessous de la ceinture. Voilà. Bon, et la plupart des arguments aujourd'hui... C'était le cas quand même. La plupart, oui. Bon. Il y a eu une petite exception au début, il y a eu une vraie exception au début, mais à part ça, c'était le cas, et donc je reviendrai. Bon, écoutez, merci d'être passé par l'heure des pros. Merci à Gérard Leclerc, bien évidemment, notre fidèle complice du matin, qui a su également s'adapter à une émission qui était différente de celle des autres. Et puis, on va faire le rappel des titres, peut-être à l'instant, avec Anthony Favoli. Bonjour, Anthony. Bonjour, Pascal. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, opération réconciliation d'Emmanuel Macron. Le président français a accordé une interview à la télévision italienne hier soir. Il veut aller au-delà des tensions survenues entre Paris et Rome. Il a également reconnu des erreurs à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Une interview qui était également l'occasion de lancer sa campagne pour les élections européennes de mai prochain. S'il n'a pas la santé d'un homme de 20 ans, il a toujours 20 ans dans sa tête. C'est ce qu'assure l'ambassadeur d'Algérie en France. Réaction sur CNews au dépôt de candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat présidentiel. Le chef de l'État est toujours hospitalisé en Suisse. Sa candidature a provoqué des manifestations la nuit dernière à Alger. Après une tournée en Amérique du Sud pour glaner des soutiens, l'opposant vénézuélien Juan Guaido rentre à Caracas aujourd'hui. Il appelle une nouvelle fois ses partisans à des manifestations. Il met également en garde le régime de Nicolas Maduro contre une tentative d'enlèvement à son arrivée. Pour finir, retour en France où la tempête Freya touche la moitié nord du pays. 41 départements sont placés en vigilance orange. Une alerte au vent violent qui s'étend du centre du pays jusqu'au Bas-Rhin.
Et voilà pour l'essentiel de l'actualité, Pascal. Eh bien, merci à Marine Lançon et à Jeanne Cancard qui étaient en régie avec nous. Merci à tous nos intervenants du matin. Jacques Séguéla, bien sûr, le parrain de cette émission. Jean Messia, merci d'être avec nous. Elisabeth Lévy, c'était un plaisir. Mohamed Sifaoui, bien sûr. Merci Frédéric Dabib. Donc, merci à Bernard-Henri Lévy. C'est demain, c'est à Milan. À quelle heure c'est 21h. 21h, c'est où à Milan? Théâtre Parenti. Il y a combien de personnes dans la salle? 900 et je crois que c'est plein. Bon, et vous parlez en anglais ou en français demain? Français. Ah bah ça fera plaisir à Jean Messia. Vous voyez, on se quitte sur une bonne note, vous passez devant la pub, il n'y a pas de souci. L'info se poursuit sur CNews. Merde, je suis désolé.